Madame, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour. Je suis Nahum pour vous servir. Merci de m'accueillir chez vous grâce à Radio Activi. J'ai l'honneur de vous servir toutes les semaines entre 14h moins quart et 14h15 pour une durée qu'on verra par la suite. Alors, Madame, Mesdemoiselles, Messieurs, merci de m'accueillir chez vous et je veux commencer par là où j'ai terminé la semaine dernière parce qu'on est là pour parler de notre patrimoine national qui devient de plus en plus horrible et terrible. Ça veut dire, quand je parle horrible et terrible, je parle de l'ensemble de la Knesset, aussi bien à droite qu'à gauche. Et pour moi, les 120 parlementaires, ils sont pratiquement égaux, sauf quelques-uns qui sont relativement nouveaux dans la matière et qu'on laisse espérer, qui arrivent avec des bonnes intentions de tenter de changer quelque chose dans le paysage national. Alors, on va leur laisser la pensée positive qui n'ont pas eu encore le temps de se salir les mains ou leurs pensées. Alors, j'ai grandi ici, je suis arrivé en Israël depuis l'âge de 9 ans et après l'âge des 25 ans, je suis parti pour 35 ans en Europe et je suis rentré au pays en l'an 2010. Alors, j'ai été 35 ans un petit peu loin d'ici, mais ça ne m'a pas empêché d'avoir constamment mon cœur ici et écouter sans cesse le déroulement des choses. Je veux parler de l'époque où moi j'ai commencé à un petit peu m'intéresser au paysage politique d'Israël en 1969, quand j'ai commencé à voter pour la première fois dans ma vie et je suis allé à l'armée. Alors à partir de là, je savais déjà, même légèrement avant, parce que moi à l'âge de 12 ans, étant donné que j'ai parlé 2-3 langues, ils me mettaient dans les taxis pour amener des gens au vote. Parce que c'était la période où il y avait le plus des émigrants ou d'Olim Hadashim en Israël. Et souvent, c'est des gens qui ne parlent pas la langue car ils étaient là 6 mois, 1 an, ils ne comprenaient pas encore le paysage ni le paysage politique. Alors, je le dis ouvertement, je ne me suis jamais caché à l'époque. J'étais volontaire auprès de Menachem Begin parce que pour moi c'était un héros, c'était quelqu'un qui a fait énormément de choses. Alors, on me donnait des petits papiers, le chet dans l'époque qui était Kherout, et mon devoir était d'aller avec des listes chercher des gens pour soi-disant aller les aider de par la langue, pour aller leur demander de venir m'accompagner pour aller voter, qu'on puisse les ramener au Calpi et les retourner à la maison chez eux. Je ne vous cache pas qu'étant donné que j'étais gamin, j'ai essayé de les baratiner dans le taxi et je leur disais, voilà, ça c'est l'avenir d'Israël, c'est ça qu'il faut voter.
Et les gens me demandaient souvent comment moi, un gamin de 12 ans, pouvais connaître l'avenir d'Israël. Car je connaissais l'avenir d'Israël à travers l'homme, à travers ses envies, à travers ce qu'il a fait, à travers son histoire personnelle. Et je n'ai jamais regretté ce que j'ai fait à l'époque. Et j'étais de tout mon cœur avec lui. Et je l'ai fait parce que je savais pertinemment qu'un pouvoir qui reste en place très longtemps, il peut être corrompu. Alors, à l'époque, c'était le Mapai au pouvoir. Ils étaient déjà quelques belles années au pouvoir, je ne me souviens plus exactement. Mais mon devoir était absolument tenter de changer ça, coûte que coûte. Je ne sais pas pourquoi ça n'a pas marché à l'époque, parce qu'il y avait peut-être plus de gens qui étaient convaincus ou qui étaient corrompus avec le pouvoir en place, et ils avaient tout intérêt à conserver le pouvoir pour ne pas perdre les acquis. Alors, c'est vrai, jusqu'à l'âge de 23 ans, de 24 ans plus exactement, j'ai toujours combattu auprès des Khérout. Pour moi, le Khérout, c'était le symbole de l'indépendance. Les Khérout. Sans oublier tout ce qu'ils ont fait à l'époque, le Mapai, Ben Gurion, etc. Ils ont bâti l'État d'Israël, ils ont amené des Olim Hadashim, avec des bonnes choses et des mauvaises choses, c'est vrai. Ok, ils ont donné des maisons à des Olim Hadashim, ils ont donné des tas de choses, des tas d'avantages, etc. pour pouvoir les intégrer. Même qu'ils ont fait des choses qu'il ne fallait pas qu'ils fassent, mais ils se sont relativement bien débrouillés. Aujourd'hui, avec l'expérience de la politique et l'expérience des vécus un petit peu, y compris à l'étranger, je peux parler avec exactitude qu'il y avait des choses qui n'étaient pas faites correctement parce qu'il y avait de la corruption. Je ne dis pas qu'il y a de la corruption qu'aujourd'hui. Et la corruption qui était avant, elle était aussi grave. Mais madame, mesdemoiselles, messieurs, j'étais au Likoud ensuite, pendant longtemps, jusqu'après qu'Ariel Sharon a quitté le pouvoir. J'étais au Likoud et je peux vous dire une chose. On savait tous ce qui se passait avec Ariel Sharon, Zichrono Livracha. Tout le monde savait qu'il était un homme un petit peu corrompu, un petit peu ci, un petit peu par-ci. Mais c'est un homme qui était extrêmement attachant et c'était un homme extrêmement fidèle à des gens qui étaient auprès de lui. Et là maintenant, ça fait 13 ans que le pouvoir est en place. Il est grand temps de commencer à réfléchir comment on peut nettoyer tout d'abord la Knesset. Ensuite, toute l'administration, les administrations, elles sont extrêmement polluées d'un bout à l'autre. Parce que on a mis en place des gens pour protéger tous les dirigeants politiques actuels qui datent depuis longtemps. Un homme politique qui commence à être corrompu ne peut pas et ne doit pas être au pouvoir. Madame, mademoiselle, messieurs, il ne faut pas l'oublier. Un homme politique
doit être exemplaire. Et ça, il faut pas l'oublier, parce qu'il faut qu'il montre l'exemple pour qu'il puisse nettoyer l'administration, aussi bien judiciaire, aussi bien policière, aussi bien douanière, aussi bien partout. Il faut qu'il montre l'exemple. Il faut qu'il donne l'exemple à tous les niveaux. Et si il a été corrompu, qu'il soit un Khaver Knesset de n'importe quel parti politique, qu'il soit un ministre, un député, un premier ministre, ou n'importe qui, dans la justice, dans la police, etc. Il faut qu'il aille se justifier auprès des juges. Si il dit qu'il l'a pas fait, qu'il le prouve qu'il l'a pas fait, qu'il ramène les preuves qu'il n'a pas fait, qu'il n'a rien fait. Après, il peut revenir à la politique, mais un homme qui a été en prison ou qui a été emprisonné ne doit pas retourner à la politique. Ça n'existe pas des choses comme ça. Ça devient la plaque tournante des gens qui sortent de la prison pour venir s'asseoir à la politique. Un homme qui a été en prison ne peut pas diriger un pays, ni l'Assemblée nationale, ni être un député, ni un sénateur, ni rien du tout. Dans le privé, que le patron qui l'embauche ou la société qui l'ouvre, ça sera son problème. Madame, mademoiselle, monsieur, lundi prochain, c'est les jours de Yom Hadin, pas les Yom Hadin de Kadosh Baruch Hu, les Yom Hadin de la nation. Il faut pas qu'on oublie qu'il faut sortir de chez soi. Il faut amener avec lui, ou avec nous, les enfants qui ont le droit de vote, la famille qui a le droit de vote. Il ne faut pas vous disputer à l'intérieur de la famille si un des membres de la famille a un regard différent que vous. Si quelqu'un veut voter, peu importe quoi, l'essentiel c'est qu'il faut voter. Parce que c'est un droit qu'on a, le droit de vote, il ne faut pas le nier. Il y a des pays qui n'ont pas le droit de voter. Il y a des pays qui n'ont pas le choix de vote, qui sont obligés d'aller au Calpi et ils ont une personne à voter. Il n'y en a pas deux. Ça n'existe pas. Chez nous, grâce à Dieu, il y a à peu près entre 15 à 20 miflagot. Je le sais parce que chaque fois qu'il y a des élections, je suis nommé pour vérifier le bon ordre des élections un petit peu partout en Israël. Et je le fais bénévolement parce que j'espère, par ma naïveté, par mon souhait, que les élections seront au moins dans les régions, au moins dans la région où moi je vais avoir la charge de contrôler, qu'elles puissent se passer le plus correctement possible. Alors, il faut comprendre que c'est vrai qu'il y a des tentations de manipulation, il y a des tentations de vol,
y compris dans les élections, madame, mademoiselle, messieurs, y compris dans les élections. Mais on essaye de faire en sorte pour que chacun de nous, les contrôleurs, que dans nos régions respectives, tout se passe bien, car on ne peut pas savoir ce qui se passe ailleurs. Et impossible de contrôler. Déjà, on a du mal à contrôler notre région, parce que quand on quitte un endroit, même si personne ne sait où on va aller, à partir du moment qu'on a déjà été à l'endroit, ils peuvent essayer de faire ce qu'ils veulent. Ce que je souhaite, que c'est faux ce que j'ai dit. Mais la dernière fois, aux élections numéro 2, il y avait des problèmes. Il y a des calfis qui ont été fermés, qui ont été scellés, qui n'ont pas été comptés à cause des trafics, à cause des manipulations, d'écriture et des comptages. Et c'est dommage, parce que si des gens se donnent la peine d'aller voter, il ne faut pas qu'il y ait des choses comme ça. Il faut essayer de rester un pays démocratique. Il faut empêcher qu'on sombre dans l'antidémocratique, parce que on le regrettera pendant très longtemps, madame, mesdemoiselles, messieurs. On le regrettera pendant très longtemps. Parce que les jours où on perdra notre démocratie, on pourra ni penser, ni raconter ce qu'on veut. Il y aura toujours un pourcentage de la population qui aura les droits de penser pour nous, de nous guider, comme ils se disent, et de nous ramener là où on ne veut pas être et là où on ne pense pas être. Alors, c'est la raison pour laquelle il ne faut pas oublier qu'un pays, ça se mesure à la démocratie. Comme les grands pays, l'Angleterre, l'Espagne, la France, qu'elle perd les pédales actuellement, avec le président de la République Macron, qui est en train de massacrer son pays, massacrer les populations, etc. Alors, je ne veux pas rentrer dans leur politique, parce que moi je vis ici, ça me regarde pas ce qui se passe là-bas, mais c'est pas trop joli à voir et pas très beau à connaître. Et je ne souhaiterais pas que mon pays sombre dans ces catégories de démocratie. Car il y a énormément de blessés, de vieilles personnes qui sont dans les rues, qui se font massacrer par la police, qui perdent des jambes, qui perdent des bras, des oreilles, des yeux, et ils retournent à manifester. Alors, je ne souhaiterais pas que mon pays descende si bas. Mais je reconnais un tout petit peu les peuples d'Israël, les peuples qui habitent ici en Israël. Et je sais que ça risque d'être pire. Parce que ce ne sont pas des gens qui resteront les bras croisés sans rien faire. Parce qu'on est un peuple de guerriers. La preuve, chaque fois qu'il y a un attentat, chaque fois qu'il y a une guerre, chaque fois qu'il y a quelque chose dans une région, que ce soit Ramat Golan, que ce soit
De l'autre côté, au Tefaza, les soldats prennent leurs sacs, les Milouim prennent leurs sacs, ils y vont, ils oublient pour qui ils ont voté, ils oublient avec quel parti politique ils sont ou contre qui ils sont. À partir du moment que l'armée les appelle, ils y vont. Et ça, c'est nos enfants et nos petits-enfants. On n'a pas amené des enfants au monde pour que ces gens-là aillent continuellement mourir. Si on peut éviter et si on peut leur sauver la vie pour qu'ils aillent ailleurs qu'à l'armée, ou qu'ils aillent faire moins d'armée, moins de guerre, et qu'ils soient autour de nous, et pas qu'ils quittent le pays pour aller habiter à l'étranger parce qu'ils n'arrivent pas à vivre convenablement. Il y a des gens qui diront, mais oui, mais ils ne sont pas obligés d'acheter des maisons. C'est vrai. Vous avez raison. J'ai habité 35 ans en Europe. J'ai jamais acheté de maison. J'ai continuellement j'ai habité avec des loyers. Et j'ai survécu. Pourquoi? Parce que les loyers ne sont pas aussi chers qu'ici. Parce que les loyers, ils sont accessibles à tout le monde. Ils sont accessibles à tout le monde. Il y a des lieux d'habitation qui sont pour les smicards. Il y a des lieux d'habitation qui sont pour les gens qui gagnent beaucoup plus que les smicards. Et aujourd'hui, il y a un système d'HLM qui est en train de se répandre sur toute la France, la Belgique et l'Espagne. Ça veut dire il n'y a pas de HLM beau marché qui sont destinés uniquement aux smicards et d'autres HLM, ça n'existe pas. Il n'y a qu'un seul style d'HLM qui sont construits et chaque résident qui habite dedans, il paye un loyer par rapport à l'ensemble des revenus de la famille. Ce qui veut dire que si une famille qui gagne 10 000 euros, parce que mari et femme travaillent, même s'il y a un enfant de plus de 18 ans qui travaille, qui arrive à gagner 12 000 euros, et une autre famille qui gagne que 6 000 euros, ils vont habiter un au-dessus de l'autre, un en face de l'autre. Peut-être qu'un des deux aura une chambre de plus, ce n'est pas grave. Mais celui qui gagne plus, il va payer plus de 50% des loyers que celui qui gagne moins. Pour quelle raison? Parce qu'il gagne plus. Et on lui donnera le même logement, même pour le même logement, les mêmes superficies, mais il gagnera et il payera. Excusez-moi, il payera 30 à 50% plus, car il gagne plus, il déclare des revenus familiales à l'année, beaucoup plus. Sans problème. Les personnes qui ne gagnent pas assez, il aura des aides d'allocation familiale. Les aides d'allocation familiale lui permettra d'avoir un logement correct, convenable, par rapport au nombre aux membres de la famille. Ça veut dire, si c'est un couple avec 3 gosses, ils ne vont pas habiter dans 2 chambres. Ils vont avoir un 4 pièces minimum. Au minimum un 4 pièces. Avec une surface de 100 mètres carrés. Avec 2 salles de bain,
2 logements et 2 toilettes, excusez-moi, et 4 chambres. Et ça, ils vont avoir jusqu'à 80% des loyers. Et les 20% restants des loyers, ce sont les charges. Les charges, chacun se paye ses propres charges. Chaque famille se paye par rapport à ce qu'il consomme, de l'eau, de l'électricité, des charges locatives, etc. Les restes, c'est payé par la CAF. Et là, on voit la différence par rapport à ici. Ici, les gens, les seules personnes qui touchent de l'aide au loyer, ce sont des gens qui gagnent 2000, 2005 ou 3000 shekels par mois comme seul revenu. Ce sont ou bien des très vieilles personnes, ou bien des handicapés. Eux, ils touchent entre 700 à 1500 shekels par mois par rapport à leur loyer. Et je peux vous assurer que c'est plus que limite. Beaucoup plus que limite. Et tous les ans, il faut qu'ils recommencent la procédure. Là-bas, il n'y en a pas. Il y a une seule procédure pour la première fois quand on change de maison et on peut rester 10 ans locataire dans la même maison. Et il n'y a pas de problème. Et ils seront payés exactement les mêmes allocations. Mis à part qu'il y a des allocations pour les enfants. Tant que les derniers n'a pas dépassé l'âge des 3 ans, il touche à peu près pour 3 gosses entre 8 à 10 000 shekels. Ça veut dire entre 2000 à 3000 euros. À part ça, il y a des allocations de rentrée des classes. Madame, mesdemoiselles, messieurs, tout est payé par l'État. C'est vrai que les gens payent de leur salaire des impôts. C'est vrai, les impôts familiales. Mais c'est pas plus que ça. C'est pas plus qu'ici. Si on compare ce qu'ils payent ici, ce qu'on paye là-bas, c'est à peu près la même chose. Mais là-bas, on touche beaucoup plus d'avantages sociaux qu'ici, non. Pourquoi? Parce qu'on ne le mérite pas. On est des Israéliens et on ne le mérite pas. Tout ce qu'il faut, c'est payer. Je paye comme tout le monde. Et comme je suis célibataire, je suis divorcé, j'ai une fille qui est très, très grande, j'ai 4 petits-enfants qui sont en train de faire Aliyah au mois de juin, si Dieu veut. Ils sont en train de rechercher un appartement à Jérusalem. Ils sont des religieux qui passent Rouga. Et pour eux, ils sont en train de faire une Aliyah de cœur. Ils sont tous les 2 avocats. Ils ont un cabinet d'avocats en France. Ils sont en train de quitter tout doucement pour venir faire la même chose ici, avec toutes les difficultés qu'il peut y avoir. Avec 4 enfants, avec un enfant, le dernier au bas âge, qui a 3 ans. Abandonner les allocations, abandonner tout et venir ici, il faut avoir énormément de courage. Mais ils sont en train de le faire parce que ils se disent, on est juif, on doit vivre ici. J'accepte. Je suis l'homme le plus heureux sur terre, je vais avoir bientôt mes petits-enfants tout près de chez moi. Je pourrais aller les rendre visite
quand je les souhaite, et même leur rendre service parce que je suis déjà en activité réduite, je peux me libérer pour aller garder les gosses, les aider, etc. Alors, eux, ils sont contents, d'accord? Tout ce que je leur souhaite, c'est qu'ils restent contents pendant très très longtemps. Mais je le souhaite aussi que l'ensemble des gens qui habitent ici, dans cette nation qu'on appelle la terre brûlée, il n'y a pas que la terre qui est brûlée, il y a d'autres choses qui commencent à brûler. C'est pour ça, madame, mesdemoiselles, messieurs, très très bientôt, on a à exécuter notre devoir des citoyens, qui est un devoir absolument important. Parce que, peu importe qui a voté quoi, après, vous ne pourrez pas venir et dire « Moi, j'ai pas voté, mais je m'en fous. » On ne s'en fout pas. C'est notre pays. Quand on n'aura pas de pays, on ne pourra pas aller ailleurs. Parce que aujourd'hui, nos enfants, quand ils vont travailler à l'étranger, etc., c'est parce que quelque part, tout le monde sait qu'on a une nation. Quoi qu'il arrive, on peut toujours retourner ici. Quoi qu'il arrive, on est censé d'être défendu par notre nation. Et si on veut continuer à avoir les mêmes pensées philosophiques, madame, mademoiselle, messieurs, aussi bien pour les enfants qui sont là, et aussi bien pour les enfants qui sont partis là-bas, si on veut un jour qu'ils puissent retourner au pays, ou avoir la fierté de pouvoir travailler, gagner un peu d'argent pour rentrer au pays un jour, alors il faut aller voter pour conserver la démocratie en Israël. Je ne veux pas rentrer dans les jeux politiques, dans les sales jeux politiques, entre les partis, ce qui se dit, ce qui se dit pas. Ça m'intéresse pas. Moi, ce qui m'intéresse, c'est qu'ils fassent. Dire, ça n'avance à rien. Le faire, ça c'est important. Quel que soit le parti qui reprendra le pouvoir, qu'il aura la majorité absolue, il faut qu'il fasse, et qu'il fasse des choses pour les citoyens, mais pas pour la droite ou pour la gauche, pour l'ensemble des citoyens, pour les handicapés, pour les vieilles personnes qui n'ont pas assez pour vivre ou s'échauffer, pour l'éducation de ces pays. C'est hyper important. Pour l'armée, pour qu'il ne leur manque pas de budget, si on veut être défendu, il faut qu'on ait pas uniquement une armée solide, il faut qu'on ait une armée bien structurée, avec tout ce qu'il faut pour pouvoir défendre les soldats qui vont à l'armée, pour nous défendre pendant que nous on dort, pendant que les enfants dorment, ou nos femmes dorment. Ça, c'est hyper important, madame, mesdemoiselles, messieurs. Alors, pour éviter qu'un jour, on ait à pleurer sur nous, il faut que vous pensiez à la bonne décision qui vous convient le mieux
pas uniquement par égoïsme personnel, par pensée sur l'ensemble de votre famille, sur l'ensemble de la large famille, aussi bien pour les vieilles personnes ou bien les handicapés, la femme, les gosses, les parents et les petits-enfants qui viendront. Ça, c'est une pensée philosophique large. Il faut vous situer au mini-Israël. Quand vous êtes au mini-Israël, vous voyez l'ensemble des territoires en Israël. Vous voyez l'ensemble des choses et vous vous sentez élevé par rapport à ce que vous voyez sur les tables. N'est-ce pas? Alors, dites-vous que vous êtes à l'endroit que tout vous appartient. Comment vous devez le gérer? Ça vous appartient personnellement. Aussi bien les dépenses que vous faites à l'intérieur et aussi bien les bénéfices que vous allez avoir. Alors, il faut réfléchir comment vous devez gérer ça avec l'ensemble des problèmes qu'il peut y avoir, militaires, financiers, économiques, sociaux, tout. Et si vous n'arrivez pas, dites-vous autre chose, que si vous donnez un mandat à quelqu'un d'autre de le faire pour vous, qu'il le fasse honnêtement, qu'il le fasse correctement, parce que vous, moi et tout le monde ici en Israël, si on mandate quelqu'un de le faire, il faut qu'il sache qu'il travaille pour nous. Il faut qu'il nous conserve un état propre, un état économique et social. Et si on peut éviter les guerres, tant mieux. Madame, mesdemoiselles, messieurs, je vais, sur ces bonnes paroles, on va se séparer pour aujourd'hui jusqu'à la semaine prochaine, car lundi prochain m'attend beaucoup de travail. Depuis 6h45 le matin qu'on viendra me chercher chez moi et jusqu'à 2h du matin qu'on finira de compter l'ensemble des votes. J'ai beaucoup de travail et tout ce que je souhaite, c'est de le faire correctement. En ce qui me concerne, de le faire correctement pour pouvoir bien dormir le soir, dire j'ai fait un bon travail, je pense d'avoir conservé les endroits où je devais contrôler proprement. Je peux que les souhaiter et je les souhaite que ce soit ailleurs la même chose. Alors, je vous souhaite d'abord un très bon Shabbat Shalom, Rosh Chodesh Tov, et vote, un bon vote, un vote qui vous convient, mais pensez un petit peu aux autres. Alors, à la semaine prochaine, avec des bons résultats, et j'espère qu'on n'ira pas une quatrième fois au vote, parce que ça devient un peu risible, et c'est dommage qu'on dépense notre argent comme ça. Il y a beaucoup de choses à faire dans ces pays. Alors, je vais laisser l'ensemble des choses pour la semaine prochaine. Merci de m'avoir accueilli chez vous grâce à Radio Activi. Mes coordonnées sont là. Vous pouvez me contacter, me laisser des messages et je serai ravi de vous lire et éventuellement vous inviter ici si vous avez quoi dire. Madame, mesdemoiselles, messieurs, merci encore. À la semaine prochaine, à la même heure. Bon vent.